Bonsoir, toute l'équipe de l'Institut de la Main est très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle soirée webinaire en français qui est dédiée à la rhizarthrose. Nous l'avons nommée la rhizarthrose dans tous ses états. En effet, cette pathologie est la pathologie dégénérative la plus fréquente au niveau de la main et du poignet. Et nous sommes tous amenés à un moment ou à un autre à voir dans nos consultations des patients qui se plaignent de rhizarthrose, quel que soit notre champ d'activité, que l'on soit médecin généraliste, chirurgien, radiologue ou kinésithérapeute. Donc, cette pathologie nous paraissait être la pathologie qui se prêtait à une discussion transversale et qui était transdisciplinaire par excellence. Donc, cette session va être divisée en 3 grandes parties. Une première partie qui va être dédiée aux généralités, au diagnostic. Dans une deuxième partie, nous allons vous présenter toutes les techniques chirurgicales qui sont décrites et disponibles pour traiter la rhizarthrose. Et dans une troisième partie, nous allons conclure en quelque sorte cette session en essayant de dégager de toutes ces options thérapeutiques un algorithme de traitement et en essayant de voir si l'on peut proposer une option thérapeutique raisonnable aux patients en fonction du stade de sévérité de la rhizarthrose et de son âge et du terrain. Ces 3 parties vont être rythmées par des séances de questions et réponses et des sondages. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à poster vos questions au niveau du chat qui est situé à la droite de votre écran et à répondre au sondage tout au long de ce webinaire qui, nous l'espérons, sera interactif. Donc, le programme de ce soir étant très chargé, nous allons commencer sans attendre par la communication de Julien Serrane qui va nous parler du bilan diagnostique de la rhizarthrose. Julien, c'est à toi. Je te donne la parole. Merci. Bonsoir à tous. Merci Alam pour cette introduction. Donc, je vais donc vous parler de l'examen clinique de la rhizarthrose. D'abord, quelques généralités, comme tu l'as tout à fait rappelé. On est face à un problème extrêmement fréquent. L'arthrose, c'est un problème de santé publique en France. Et la rhizarthrose, a fortiori, va toucher 1,8 million de personnes en France. Donc, on voit les prévalences que j'ai prises comme exemple. L'arthrose trapézométacarpienne représente 20% des zones arthrosiques, alors que l'arthrose de genou représente 5%. Et vous voyez là, le nombre d'opérations réalisées. J'ai pris l'exemple de la prothèse trapézométacarpienne par rapport à la prothèse de genou, 10 000 versus 100 000. Comment expliquer cette différence? Bon, bien sûr, ce ne sont pas les mêmes pathologies, mais je pense qu'on est quand même face à un vrai défaut d'information, que ce soit sur le diagnostic et surtout sur les possibilités thérapeutiques de cette pathologie. Donc la base de tout, c'est toujours l'anatomie. Le trapèze, l'articulation trapézométacarpienne, c'est le lien entre la colonne du pouce et le poignet, une articulation extrêmement mobile. Et vous voyez bien que lorsqu'on réalise une pince pouce-index, pour une pression d'1 kg entre le pouce et l'index, on retrouve 13 kg au niveau de la trapézométacarpienne. Donc, ce qui explique cette usure qui est souvent retrouvée. Donc, la nature n'a que faire l'égalité homme-femme. Les femmes sont touchées dans 1 quart sur 3 par rapport au niveau de l'articulation trapézométacarpienne. Classiquement, on est face à des femmes actives socio-économiquement de plus de 50 ans et ménopausées. L'examen clinique commence toujours par l'inspection avec les déformations au niveau de l'articulation trapézométacarpienne, comme le signe de Forestier dans les stades précoces, et ensuite la déformation en pouce adductus ou pouce en Z dans les formes évoluées. Cliniquement, on retrouve une douleur à la base du pouce qui irradie vers l'éminence ténarienne. Cette douleur est volontiers dorsale aussi au niveau de la tabatière anatomique. Plusieurs tests cliniques peuvent être réalisés, comme le grading test, qui correspond à une compression axiale et un mouvement de circumduction, et le test de Glickel, qui va essayer de réduire la subluxation dorsale en faisant une compression. Cliniquement, on va aussi évaluer la mobilité du pouce avec l'échelle de Capandji. C'est cette perte de mobilité qui va en fait avoir tout l'impact fonctionnel qu'on connaît dans cette maladie et entraîner des difficultés de prise fine, par exemple. On est donc face à un trépied, douleur, perte de fonction et raideur.
La douleur est généralement au premier plan de la plainte au début de la pathologie et il faut savoir rechercher et démasquer et faire voir au patient cette perte de fonction qui lui ne ressent pas forcément parce que c'est un problème avec lequel il vit depuis des années. La pathologie trapézo-métacarpienne est souvent associée, de par la population, à un syndrome du canal carpien ou un doigt à ressaut. L'un doit faire rechercher l'autre. C'est comme ça qu'on arrivera à bien soigner les patients et à dépister ce problème. Je ne m'attarde pas sur le diagnostic différentiel puisque le docteur Subbois va s'en occuper. Donc, le take-home message de cette introduction et de cet examen clinique, on est donc face à une pathologie fréquente, souvent négligée, et seule une connaissance et une formation des médecins vont permettre de la démasquer. Donc, gardons bien en tête le trépied douleur, raideur et perte de fonction. Merci. Merci Julien pour cette belle présentation. On va continuer avec le diagnostic et on va passer tout de suite à la présentation du docteur Fleur Viry, qui est radiologue à la clinique Bizet, avec qui nous travaillons régulièrement, qui va nous présenter les subtilités du bilan d'imagerie. Donc, je vais vous parler de l'imagerie de la rhizarthrose. Donc, pour continuer un petit peu plus sur l'anatomie de l'articulation trapézo-métacarpienne, Julien Serran disait que c'était une articulation très mobile. Et cette mobilité vient de l'anatomie du trapèze, qui a une surface articulaire en selle de cheval, ce que l'on va bien voir en fait sur les radiographies standards par la suite. Cette articulation a une congruence articulaire qui est imparfaite, ce qui explique qu'elle s'use rapidement, et elle a une tendance à la subluxation dorsoradiale sous l'effet du tendon long abducteur du pouce, malgré des ligaments stabilisateurs que vous voyez là sur cette séquence IRM fléchée de rouge. Donc, les clichés radiologiques suffisent dans la grande majorité des cas, il suffit qu'ils soient bien réalisés. Donc là, vous avez, donc c'est des clichés, ce ne sont pas des clichés de poignet, ce sont des clichés spécifiques. Ici, vous avez le cliché de Kapandji de face. Donc, les critères de qualité de ce cliché, déjà, c'est que le métacarpe soit bien de face. Donc, normalement, il faudrait que les sésamoïdes soient bien, on dit en tête de hibou, on regarde la tête du métacarpe. Et il faut bien voir l'interligne trapézo-métacarpien. Pour bien voir l'interligne trapézo-métacarpien, le rayon doit être incliné de 30 degrés, comme vous voyez sur la photo en bas. Donc, sur ce cliché de face, vous voyez que la surface articulaire du trapèze est concave et celle de la base de M1 est convexe. Ici, vous avez un cliché qui est mal enfilé, donc qui n'apporte aucune information sur l'articulation trapézo-métacarpienne. Sur le cliché de face, vous avez aussi les articulations péritrapéziennes qui sont importantes dans la décision chirurgicale. Donc, d'un point de vue des repères, on est dans des repères différents d'une radiographie de main normale. Vous avez ici le rebord ulnaire de l'articulation et de ce côté-là, le bord radial de l'articulation. Sur ce cliché de face, on peut rechercher une dysplasie du trapèze, qui est un facteur favorisant l'instabilité et la luxation dorsoradiale de l'articulation, en mesurant l'axe entre M2 et la surface articulaire du trapèze. Si cet angle est supérieur à 135 degrés, on a une dysplasie qui est un facteur favorisant des subluxations. L'incidence de Kapandji de profil, donc vous avez ici un cliché qui est correctement réalisé, c'est-à-dire qu'on a des corticales, des phalanges qui ne se dédoublent pas. Ici, on n'a qu'une seule ligne et on a les deux sésamoïdes sous la tête du métacarpe qui se superposent. Le cliché est direct. Le rayon est direct et vous voyez bien l'interligne ici avec, à l'inverse du cliché de face, une surface articulaire métacarpienne qui est concave et une surface trapézienne qui est convexe. Vous avez un versant dorsal et un versant palmaire de cette articulation sur le cliché de profil. Un premier exemple, un premier stade d'arthrose trapézo-métacarpienne. Ici, vous avez un pincement qui est marqué de l'interligne avec un ostéophyte au bord radial de l'articulation. Et vous voyez une subluxation dorsale ici de la base du premier métacarpien, qui est un des stades de la classification de Dell, qui est le stade 2.
Ici, un autre cas d'une femme de 50 ans. Vous voyez sur ces clichés qu'il y a déjà une subluxation radiale et une subluxation dorsale de la base de M1. Et si on mesure l'angle de Devers, qui est l'angle de la dysplasie du trapèze, on voit qu'il y a une dysplasie qui explique cette subluxation marquée. Et on peut quantifier donc cette subluxation par rapport à la surface articulaire de M1. Ici, un cas d'un homme de 59 ans qui ne présente pas encore de signes d'arthropathie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de pincement focal de l'interligne ou de condensation sous-chondrale, mais on a une dysplasie du trapèze et une subluxation radiale de la base de M1, donc qui sera un terrain favorable au développement d'une arthrose. Un stade plus évolué ici avec, vous voyez donc ici un ostéochondrome secondaire, cette petite ossification-là, et un magnifique ostéophyte médial du trapèze. Cet ostéophyte, il est important parce qu'il va léser le ligament intermétacarpien, qui est important dans la chirurgie de trapézectomie, et il peut aussi léser le tendon long fléchisseur du pouce. Là, vous avez une subluxation aussi radiale et dorsale. Et vous voyez, il faut toujours penser à bien analyser les interlignes péritrapéziens. Et ici, il y a eu un début de pincement de l'interligne trapézo-M2. Voilà, pour le chirurgien, pour qu'il sache mieux décider de sa prise en charge thérapeutique. Voilà un autre cas où on a un début de pincement de l'espace intermétacarpien qui va aboutir à un stade plus tardif, à un aspect de pouce en Z avec une hyperextension de la MCP. Progressivement, le trapèze va perdre de la hauteur et ça, c'est aussi un facteur important, notamment lors de la décision de pose de prothèse, juste par usure osseuse. La hauteur du trapèze supérieure à 8 mm autorise la pose d'une prothèse, si j'ai bien compris. Donc voilà ce qu'il faut aussi bien regarder. Voilà, donc cet aspect radiologique en fait est classifié dans cette classification de Dell, qui a comme limite en fait de ne pas parler de l'arthrose péritrapézienne qui est associée souvent à l'arthrose trapézométacarpienne. Donc les arthroses péritrapéziennes, c'est l'arthrose justement scaphotrapézo-trapézoïdienne, l'arthrose trapézo-trapézoïde et l'arthrose trapézo-M2. Juste un petit aparté sur l'arthrose scaphotrapézo-trapézoïdienne. Ici, vous avez une arthrose qui est isolée. L'articulation trapézométacarpienne est normale et dans ce cas-là, il faut penser à une chondrocalcinose articulaire. C'était le cas. Ici, on voyait des petits liserés de dépôt de pyrophosphate de calcium qui témoignent de la chondrocalcinose. Bon, il faut y penser, c'est tout. Donc la place de l'IRM, est-ce qu'il y en a vraiment une? Peut-être plus pour faire les diagnostics différentiels devant une radiographie normale. On peut voir des stades plus précoces de l'atteinte de l'articulation trapézométacarpienne en IRM et on peut voir les conséquences éventuelles tendineuses et surtout les diagnostics différentiels. Je vous ai parlé tout à l'heure des ligaments stabilisateurs de l'articulation trapézométacarpienne. On les voit bien ici sur cette séquence en pondération T2. Ces ligaments, ils ont été décrits dans des études comme étant les premiers signes en fait d'une dégénérescence de l'articulation par déstabilisation, avec des anomalies de signal ligamentaire, notamment le ligament palmaire ici qui pouvait être atteint. Dans la pratique quotidienne, c'est pas vraiment demandé par les chirurgiens. En IRM, on va voir donc des petites anomalies qu'on ne verrait pas en radio. Ici, une petite plage d'œdème osseux sous-chondrale qui témoigne de la chondropathie et sur des radiographies qui sont normales. Et on peut voir des tout petits ostéophytes aussi qu'on voit en général pas sur des radiographies standards. Voilà, donc pour finir, l'imagerie de la rhizarthrose, vraiment ces deux clichés, les clichés de Kapandji sont largement suffisants. Pensez à bien regarder l'arthrose péritrapézienne, rechercher une dysplasie du trapèze. Et la place de l'IRM est discutable, peut-être surtout pour les diagnostics différentiels. Pour les infiltrations, on peut les faire sous scopie ou sous échographie. Moi, j'ai tendance à préférer de les faire sous échographie parce que c'est plus simple, tout simplement. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Flore pour cette magnifique présentation. On aura compris que des clichés radiographiques simples et bien analysés sont très importants et sont
souvent suffisant pour un bon diagnostic. Alors là, nous allons passer au docteur Nadine Sturbois-Nachev qui va nous parler des diagnostics différentiels et de la prise en charge non chirurgicale. Nadine, je te donne la parole. Je te remercie. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous parler dans le cadre de la rhizarthrose des diagnostics différentiels et des diagnostics associés. On distingue des pathologies d'éparthymole et des pathologies ostéo-articulaires qui peuvent être confondues parfois avec cette arthrose trapézo-métacarpienne ou associée. Alors il faut toujours rechercher, lorsque quelqu'un se plaint de douleur à la base du pouce, une tendinite des tendons extenseurs du premier compartiment qu'on appelle la tendinite de De Quervain. Donc en fait, c'est à ce niveau-là les tendons du premier compartiment qui sont en fait les tendons du long abducteur et du court extenseur qui peuvent parfois être douloureux. C'est des douleurs le plus souvent mécaniques sur le bord radial du poignet, hein, plutôt diffuses, et elles sont reproduites à la flexion et inclinaison ulnaire du poignet. Les patientes, parce qu'il s'agit plus fréquemment de femmes, sont par exemple gênées à l'agrafage du soutien-gorge ou pour boucler leur ceinture de sécurité. Et il y a une manœuvre pathognomonique qui permet de fixer le diagnostic. C'est en fait la manœuvre de Finkelstein, où on vient mettre le pouce en flexion maximum dans la paume et on imprime une manœuvre d'inclinaison ulnaire au niveau du poignet. Le diagnostic est fait et confirmé par l'échographie. Il faut également rechercher ce qu'on appelle le pouce à ressaut. Donc, ce sont en fait des ressauts qui sont rapportés par le patient et qui correspondent en fait à un blocage du tendon fléchisseur dans son canal digital. Les douleurs sont plutôt dans ces cas-là palmaires. On peut palper en palmaire, en regard de la métacarpophalangienne, un petit nodule qui en fait correspond à un renflement du tendon qui vient se bloquer lors de la mise en extension du pouce au niveau de la première poulie et qui entraîne un phénomène de ressaut quand justement le tendon finit par passer la poulie. Donc c'est une pathologie où on a une douleur plutôt palmaire et non pas à la base du pouce en dorsoradial, et avec un nodule qui est palpable au niveau de la métacarpophalangienne, et parfois à l'examen clinique on perçoit également ce ressaut. Alors c'est une pathologie souvent associée, notamment quand le pouce est déjà déformé dans la rhizarthrose, hein, qui a ce phénomène de M avec une hypersollicitation du grand fléchisseur du pouce qui peut amener à cette pathologie-là de pouce à ressaut. Le troisième diagnostic qui peut être également associé, c'est le fameux syndrome du canal carpien, où on a plutôt des douleurs de type neuropathique. Il s'agit donc d'une compression du nerf médian dans son passage dans le canal carpien, et donc le patient se plaint de symptomatologie neuropathique dans le territoire du nerf médian. Ce sont plutôt des douleurs pulpaires qu'il peut avoir au niveau du pouce, nocturnes plus ou moins diurnes. Ça ne donne pas de douleur à la base du pouce, mais par contre ça peut donner des douleurs un peu plus diffuses, rétrograde au niveau de l'avant-bras. Ensuite, il y a les pathologies ostéo-articulaires. L'arthrose, par exemple, radio-scaphoïdienne, donc entre le radius et le scaphoïde, c'est parfois difficile de faire la part des choses, mais globalement, c'est des douleurs mécaniques à la palpation appuyez sous la styloïde radiale. Je vous invite à palper votre styloïde radial sur le bord radial du poignet, et juste sous la styloïde, là, une petite dépression, et souvent la douleur se situe à ce niveau-là. On est à 2-3, plutôt 3 cm de la trapézo-métacarpienne. Donc, c'est des douleurs plutôt plus proximales et des douleurs provoquées à l'inclinaison radiale. Et là, la confirmation se fait par radiographie, où on voit un pincement radioscaphoïdien.
Le deuxième diagnostic, qui peut être soit isolé, soit associé à la rhizarthrose, c'est l'arthrose scapho-trapézo-trapézoïdienne. Donc sur la radio, on voit bien là le scaphoïde, le trapèze et le trapézoïde. Alors quand il est associé à la rhizarthrose, on appelle ça une arthrose trapézienne, pardon, j'ai une erreur sur le diaporama. À la clinique, donc c'est plutôt une douleur dans la tabatière anatomique et des douleurs à l'inclinaison radiale provoquées. Le diagnostic se fait radiologiquement, et quand on veut faire la part des choses entre les douleurs liées à la rhizarthrose ou à la STT, eh bien, on peut être amené à faire des infiltrations test. Enfin, il ne faut pas passer à côté d'une pathologie traumatique, et en particulier du scaphoïde. Donc, ça peut être dans le cas d'une fracture ou une pseudarthrose. Là, au niveau de la clinique, on a de douleurs à la palpation de la tabatière anatomique, mais également du tubercule du scaphoïde que l'on peut palper à la face palmaire du poignet, à la base du pouce. Et là, le diagnostic se fait, donc il y a un contexte souvent traumatique, et puis le diagnostic se fait par radiographie, mais souvent elles sont plutôt visibles au niveau du scanner lorsqu'elles sont non déplacées. Voilà pour les diagnostics différenciés, les diagnostics associés auxquels il faut penser lorsque l'on a une suspicion de rhizarthrose. Je vais passer maintenant au traitement médical de la rhizarthrose. Alors, globalement, c'est des douleurs qui évoluent par crise dans les 2 ans à 10 ans suivants après le début de la pathologie. Et donc, 90% des douleurs disparaisseraient dans les 10 ans. Il n'y a pas de parallélisme anatomo-clinique, et souvent on a des arthroses évoluées qui peuvent être peu ou pas symptomatiques. Alors, en ce qui concerne le traitement médical, il existe 3 séries de recommandations spécifiques à la main. Il y a eu les recommandations de la European League Against Rheumatism, de la Société italienne de rhumatologie et du Collège de rhumatologie américain. C'est essentiellement des traitements antalgiques symptomatiques qui permettent très souvent de retarder la prise en charge chirurgicale. Alors, en ce qui concerne les antalgiques, on a très souvent recours aux antalgiques de niveau 1, paracétamol, alors plutôt de manière un peu systématique en période douloureuse et non à la demande. Donc, c'est les recommandations européennes, 1 gramme fois 3 à 4 par jour, parfois niveau 2, mais en faisant attention au terrain et aux prises médicamenteuses en cours. En cas de poussée inflammatoire, on peut être amené à proposer aux patients des AINS. Alors, il faut savoir que les AINS topiques ont une place selon les recommandations européennes, puisqu'elles ont démontré que elles avaient une supériorité par rapport à placebo. On peut être amené également à prescrire de la capsaïcine. Et puis, quand les inflammatoires sont importantes, proposer des AINS péros, alors la période la plus courte possible et les dosages les plus faibles possibles, et bien sûr à doser en fonction des comorbidités. Enfin, il y a les anti-arthrosiques à action lente, comme la chondroïtine sulfate. Pour l'arthrose de la main, il y a eu très peu d'études, mais il y a une étude randomisée prospective qui a été réalisée en 2011 et qui a montré une bonne tolérance et une efficacité sur la douleur et la fonction par rapport au placebo. Ça reste un traitement un peu d'exception dans la pratique courante qu'on peut éventuellement proposer à des patients qui ont des intolérances aux AINS, qui sont dans un stade débutant. Ensuite, il y a les infiltrations, donc corticoïdes à effet prolongé, le diprostène sous contrôle échographique ou scopique, pas à l'aveugle, parce qu'on a démontré que dans un cas sur 2, on n'était pas dans l'articulation. Donc, il faut que ce soit guidé. Ça a une efficacité de quelques semaines à quelques mois, mais alors il faut limiter son utilisation
ça pourrait avoir des effets délétères à long terme, notamment sur le cartilage. On peut également proposer des infiltrations de chondrosubstituts. Alors, ça reste encore effectivement des cas particuliers qui peuvent être amenés à être infiltrés par chondrosubstituts, toujours par guidage échographique ou scopique. Sur les stades débutants, surtout, ça serait moins efficace que les corticoïdes sur le court terme, c'est-à-dire entre 2 et 6 semaines, mais plus efficace au-delà et jusqu'à 6 mois. Et enfin, le traitement par orthèse-kinésithérapie. Alors, je ne vais pas m'attarder dessus parce que notre kiné Fanny Carne va vous en parler, mais globalement, ça fait partie également de notre arsenal thérapeutique. En plus des règles de protection articulaire, des conseils d'ergonomie, il existe par exemple des couteaux à pain ergonomiques, des ouvre-bouteilles ergonomiques qui peuvent être proposés aux patients, et également l'application de chaleur dans les périodes douloureuses. Donc, en définitive, on propose toujours une orthèse. On commence par proposer aux patients du paracétamol à raison d'1 gramme x 4 par jour, des AINS topiques, puis des AINS oraux, et enfin, on finit par les injections intra-articulaires de corticoïdes. Et si vraiment tout ça ne fonctionne pas, qu'on est à des stades débutants, on peut proposer des hyaluronates. Je vous remercie. Merci beaucoup Nadine pour cette magnifique présentation. On aura compris l'importance des diagnostics différentiels qu'il ne faut pas négliger et les traitements non chirurgicaux qu'il ne faut pas oublier dans la panoplie de traitements de la rhizarthrose. Donc cette première partie est maintenant terminée. On va rapidement passer à la première séance de questions-réponses pour Caroline Leclerc et Mathilde Gras. Très vite, une question pour Julien qui, je crois, va disparaître, en tout cas disparaître de l'écran rapidement. Julien, tu nous as fait un très bon examen clinique. Qu'est-ce qu'il en est de l'examen régional? Et quand je parle de ça, je veux parler en particulier de localisation arthrosique et en particulier sur l'index, qui, selon moi, ont une importance assez capitale dans le résultat. Oui, c'est une très bonne question. En effet, l'arthrose, comme ce que je disais en introduction, arrive rarement toute seule. Est-ce qu'il faut traiter l'arthrose de l'index, que qu'elle soit IPD ou IPP, en même temps que l'arthrose TM? Personnellement, je n'ai pas la réponse. En tout cas, oui, évidemment qu'il faut rechercher d'autres localisations arthrosiques, mais bilatérales. C'est vrai que c'est peut-être une énorme erreur que j'ai fait dans ma présentation, c'est de ne pas insister sur le caractère bilatéral et symétrique de l'examen. Complètement, ouais. Non, c'est pas une énorme erreur, mais ça valait d'être rappelé. Merci, Julien. Il y a une question dans le chat pour Nadine. Les maladies rhumatismales de type inflammatoire, arthrite, peuvent-elles faire partie des diagnostics différentiels? Alors, je ne l'ai pas noté dans mon topo parce que souvent, dans les maladies rhumatismales, il y a quand même une atteinte polyarticulaire, bilatérale. Donc, quand un patient se présente avec des douleurs de rhizarthrose, c'est vrai que c'est des douleurs plutôt localisées. Alors, il faut chercher des pathologies du pouce, mais dans les maladies rhumatismales, déjà en termes d'horaire, de douleur, et puis sur le plan du tableau clinique, c'est vrai que les maladies rhumatismales, c'est plutôt du polyarticulaire et très souvent bilatéral. Peut-être une question pour Flore. Quelle est exactement la place de l'IRM et de l'arthroscanner, s'il y en a une, dans cette pathologie? La place de l'IRM, franchement, elle est très, c'est vraiment pour les diagnostics différentiels parce que même les petites chondropathies qu'on détecte en IRM, en fait, il y a une telle prévalence de ces anomalies qu'on n'est même pas sûr qu'elles soient à l'origine des symptômes. Et pour les complications tendineuses aussi, les complications du fléchisseur radial du carpe, du long fléchisseur du pouce. Pour ce qui est de l'arthroscanner, c'est pas une demande fréquente. L'intérêt pourrait être de faire un arthroscanner et un test anesthésique en même temps pour à la fois voir le cartilage. Mais encore une fois, le cartilage est très souvent abîmé, même chez des patients asymptomatiques, ou alors pour voir si c'est l'articulation qui est à l'origine de la douleur en couplant un test anesthésique. Mais c'est tout à fait réalisable.
Flore, peut-être une autre question sur l'infiltration, alors échographie ou radiographie? Alors les deux, hein, parce que en fait les deux sont possibles. Alors en radio, c'est faisable. Moi, je trouve que je suis plus confortable en échographie. En radio, parfois, on est coincé par les ostéophytes parce qu'on n'aborde pas voir dorsale l'articulation, et ça peut coincer par moment. Et en écho, on fait par voie palmaire, on passe à travers les muscles de l'éminence sténare, et en fait, l'interligne est un peu plus ouvert à cet endroit-là. Et je trouve que souvent les patients ont moins mal, mais voilà. Enfin, c'est vraiment une question d'école et d'habitude. Hein. Merci beaucoup. Bah, si vous n'avez pas, vous avez d'autres questions, Mathilde, Madame Leclerc? Si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on va avancer sur la deuxième partie. Je voudrais juste vous donner les résultats du premier sondage. Là, lors d'une première consultation, est-ce que les diagnostics différentiels sont recherchés et consignés dans le dossier? Et on se rend compte qu'une majorité des votants disent oui. Il y en a 90% de réponses pour le oui. Donc, je vous donnerai les résultats de ces sondages en fin de webinaire. Donc là, on va passer à la deuxième grande partie de cette soirée, avec les traitements chirurgicaux. Donc, on va commencer avec le docteur Chihab Taleb qui va traiter les traitements conservateurs de la rhizarthrose. Chihab, c'est à toi. Merci. Merci, Alam. Donc, le traitement conservateur, tout d'abord, avant juste de le préciser, je pense qu'il est important de donner le cahier des charges. Il faut tout d'abord que le patient n'ait plus mal. Il faut que le patient puisse bouger. Et enfin, il faut qu'on puisse économiser le temps de l'articulation. Parce qu'en fait, si on comprend bien, le problème, c'est qu'on a une articulation qui a envie de bouger, qui doit bouger pour être utile et qui, par les mouvements qu'elle va susciter, va s'user jusqu'au stade 4, là, que vous avez représenté. Donc, on se trouve face à la possibilité d'avoir une chirurgie qui va encadrer cette évolution, c'est plutôt ça, parce que la ralentir réellement, on aura beaucoup de mal, mais l'encadrer pour qu'on arrive le plus tardivement possible aux autres traitements chirurgicaux qui seront présentés tout à l'heure. Alors, il y a 3 grandes familles, si on veut vraiment faire très simple, et ce qui est très bizarre aussi, c'est que ça reste quand même malgré tout très confidentiel comme chirurgie quand on parle de la chirurgie de la rhizarthrose. La première, elle va jouer surtout sur la dysplasie du trapèze. Ce sont les ostéotomies. Et tout à l'heure, Flore en avait parlé, sur les radios, on peut avoir un très bon critère qui est l'angle de verre, qui va nous donner, souvent on diagnostique la rhizarthrose, mais on oublie de diagnostiquer sa cause. Et souvent, la cause de dysplasie de trapèze peut être l'objet d'une ostéotomie qui peut ralentir son évolution. Ensuite, on a la dénervation. Alors, la dénervation, c'est plutôt on enlève les stimuli et on laisse la dégénérescence de l'articulation se faire sans la nociception qui est en lien avec cette dégénérescence. Et enfin, on a un autre type de chirurgie qui sont les ténotomies ou les ligamentoplasties. En fait, on va jouer sur les parties molles. Vous l'avez également précisé tout à l'heure que, par exemple, le long abducteur du pouce a une tendance subluxante, donc favorisant la rhizarthrose, ou alors certains ligaments peuvent être touchés ou alors plus faibles, notamment à l'IRM, on l'a vu, c'est ce que également Flore a signalé, c'est qu'on a une pathologie ligamentaire qui peut être le prémisse de la pathologie rhizarthrosique. Donc, tous les traitements conservateurs ont cette philosophie d'aller chercher à éviter l'évolution dramatique de la rhizarthrose, en tout cas le plus longtemps possible. Et donc, l'ostéotomie, le principe, c'est assez simple au final. C'est qu'on voit qu'avec la rhizarthrose, lorsqu'elle débute à différents stades, elle a tendance à subluxer le métacarpien par rapport au trapèze. Donc, on a différents types d'ostéotomie, soustraction, addition, mais le but est en fait d'aller repositionner la surface articulaire du métacarpien de la façon la plus centrée par rapport au trapèze, tout en déchargeant les zones qui sont déjà usées pour pouvoir faire fonctionner celles qui sont encore recouvertes de cartilage. Donc, il y a des charges très complexes. Et au final, on se rend compte que ça a souvent une belle fonction quand on voit qu'il y a une dysplasie du trapèze. Alors, dysplasie du trapèze, j'aime beaucoup ce schéma, je le dois à une des présentations que Caroline Leclerc m'a transmise. C'est en fait le principe de la selle. Est-ce que vous êtes bien assis ou pas? Et c'est à peu près le principe. Est-ce que le métacarpien est bien centré sur le trapèze? Et l'angle de verre va nous donner ce signe, enfin, on va l'objectiver parce que souvent l'œil donne des aspects de cette dysplasie, mais l'angle de verre va vraiment nous donner l'aspect objectif de cette mésorientation du trapèze par rapport au métacarpien qui aura tendance à déjeter le métacarpien vers l'extérieur. Et donc, il y a une ostéotomie, c'est Jean-Noël Goubeau qui l'a décrite. Alors, je vous rassure tout de suite, elle est très complexe.
Pourquoi? Parce qu'on parle d'une double ostéotomie. On va faire une première ostéotomie sur le métacarpien, une ostéotomie de soustraction, en enlevant un coin radial. Et ce coin radial, on va l'utiliser pour faire une ostéotomie d'addition sur le trapèze. Et enfin, on va créer une sangle sur une hémiligamentoplastie avec un hémifléchisseur, enfin un hémitendon de proximité pour venir stabiliser tout ça, pour jouer sur la composante ligamentaire. Alors, vous imaginez la complexité. Le risque premier, comme vous l'aurez remarqué, c'est la non-consolidation ou la refracture péropératoire. Mais dans l'idée, c'est quelque chose qui est très séduisant puisqu'on évite la chirurgie palliative, qui est la prothèse ou l'interposition telle qu'elle sera décrite après. Une autre technique qui est beaucoup moins, on va dire, sur le papier demandeuse, c'est la dénervation. Pourquoi? Parce qu'au final, c'est des populations qui sont assez jeunes, qui ne sont pas encore éligibles aux chirurgies dites prothétiques, et parce qu'ils sont jeunes, c'est des patients entre 40, 50 ans, 55 ans suivant les indications, mais qui ont besoin d'indolence pour continuer à travailler. Et là, à l'image des dénervations qu'on fait au poignet, on va chercher à enlever les stimuli douloureux en enlevant les nerfs principaux qui vont agir sur l'articulation trapézo-métacarpienne. Et vous en avez 3. Vous en avez un radial, dorsal, latéral et palmaire. Et vous allez faire des incisions alors à la base du premier espace interosseux où vous allez rechercher cette branche. Vous allez en palmaire en regard de l'articulation trapézo-métacarpienne, à la fois faire une dénervation en enlevant les liens capsulaires avec la partie profonde osseuse, et puis latérale. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est à la fois séduisant, mais très compliqué d'enlever tous les influx nerveux qui vont vers l'articulation. Il suffit d'en louper une ou deux pour avoir un échec de la technique. Donc, il faut avoir en tête que c'est possible, mais il faut être très humble par rapport aux résultats qu'on peut en avoir. Mais lorsque ça fonctionne, on peut vraiment gagner du temps sur l'évolution de l'articulation. Enfin, il ne faut pas oublier qu'on a une articulation qui est stabilisée par des ligaments, des parties molles. Et ces ligaments, en fonction du capital génétique, peuvent avoir une hyperlaxité et créer une usure plus précoce des articulations. Certains ont décrit, alors là je me réfère à des schémas qui ont été édités dans l'article de Lionel Atlani, très bel article sur une série avec un recul assez intéressant sur des ligamentoplasties de stabilisation de l'articulation trapézo-métacarpienne. Alors on utilise un hémifléchisseur radial du carpe qu'on va faufiler de telle sorte qu'on va aller refaire une ligamentoplastie à la fois de recentrage et stabilisatrice sous le trapèze. Encore une fois, c'est une technique qui paraît séduisante. À mon sens, les limites sont quelles indications, c'est-à-dire à quel stade est-ce qu'on est légitime d'aller proposer ça. Sur un stade débutant, vous verrez que d'autres outils peuvent être utilisés. Et enfin, quel va être le niveau d'efficacité lorsqu'on sera à un stade un peu plus important avec une arthrose où on risque non plus de la recentrer, mais de créer une pression et donc des surdouleurs. S'il fallait retenir qu'une chose, quand on parle de traitement conservateur, le but n'est pas de traiter la rhizarthrose en oubliant qu'elle va être évolutive pour son propre compte, mais simplement d'essayer de la ralentir. Il faut rester assez humble dans les indications de ces chirurgies que je vous ai présentées, en donnant la fenêtre utile, mais la surindication reste malgré tout un problème et on risque rapidement d'arriver avec un patient qui ne risque pas d'être content par rapport à une chirurgie conservatrice. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Chiab, pour cette présentation. Nous allons maintenant passer à la présentation de Mathilde Gras, qui va nous présenter une des deux grandes techniques classiques de traitement de la rhizarthrose, qui est celle de la trapézectomie ligamentoplastie. Mathilde, c'est à toi. Merci. Alors, donc, je vais vous parler de la trapézectomie comme traitement de la rhizarthrose. Donc, la trapézectomie est la technique historique chirurgicale pour le traitement de la rhizarthrose. On a donc un recul satisfaisant puisque c'est la première technique qui a été décrite pour traiter ce problème. C'est une technique qui est fiable, qui ne nécessite pas d'implant et donc pas de complications liées à l'implant comme l'infection, l'instabilité, les fractures qui peuvent être tant des fractures du métacarpien quand on met en place la tige, comme vous le verrez tout à l'heure, que du côté du trapèze au moment de l'impaction du cotyle. Et on peut retrouver parfois des fractures à ce niveau-là.
ou des problèmes d'usure ou de décèlement comme on peut avoir avec les implants. On n'a pas tous ces problèmes avec la trapézectomie qui nous permet d'avoir beaucoup moins de complications. Donc, la trapézectomie a été décrite en 1949 par Gervis avec de très bons résultats sur la douleur à court terme. Le problème qui a été soulevé à ce moment-là a été une faiblesse du pouce par raccourcissement du premier rayon, du fait que le trapèze était retiré, et plus rarement une arthrose qui pouvait apparaître entre le scaphoïde et le premier métacarpien, parfois douloureuse. Donc, a été proposé par Fromson une interposition tendineuse de manière à mettre un implant entre le premier métacarpien et le scaphoïde. Et Eaton et Littler ont proposé une ligamentoplastie suspensive qui consiste non pas à poser uniquement un implant, une interposition avec un tendon au milieu, mais de carrément faire une ligamentoplastie et de suspendre de manière à stabiliser le premier métacarpien par rapport au deuxième et de permettre d'éviter qu'il recule. Parfois, des broches pouvaient être associées. Alors, il y a différentes techniques qui ont été proposées avec un fléchisseur radial du carpe, avec des bandelettes de long abducteur. Vous voyez qu'il y a plein de dessins qui ont été proposés avec le palmaris longus. Et la technique la plus fréquemment utilisée est une technique qui utilise la moitié d'un fléchisseur radial du carpe qui a été proposé par Burton et Pellegrini. Et qui, donc, le fléchisseur radial du carpe s'insère au niveau de la base du deuxième métacarpien et permet de stabiliser avec ce tendon qui est inséré. Plus récemment a été proposé un implant de minute eye drop qui permet de gagner du temps au niveau de l'intervention puisqu'il n'y a pas de prélèvement tendineux et de faire la suspension entre le premier et le deuxième métacarpien avec cet implant. Néanmoins, il s'agit d'un implant avec des petits boutons métalliques qui sont de chaque côté. Alors, je vous présente rapidement, l'idée n'étant pas de vous faire la chirurgie, mais de vous montrer comment on fait. Donc, ça, c'est de l'intervention avec un émis fléchisseur radial du carpe. Donc, quand on fait l'incision, on voit déjà, vous voyez ici, des petits rameaux nerveux qu'on va récliner. On va avoir ici le tendon long extenseur du pouce, que vous voyez ici également, et le court extenseur qui est récliné à ce niveau-là. On va ensuite arriver sur l'artère radiale qu'on voit vraiment bien ici, qui contourne le trapèze. L'artère radiale va donc être repérée. On va couper toutes les petites branches qui vont vers le trapèze qui ne seront plus utiles, ce qui va nous permettre de libérer l'artère et de la protéger. Puis, on va ouvrir la capsule et on va pouvoir retirer le trapèze en monobloc et de vérifier qu'on a bien retiré tout le trapèze, sachant qu'on a souvent un gros ostéophyte qui peut parfois se casser. Et donc, on va aller bien récupérer de manière à éviter qu'il y reste un conflit à ce niveau-là qui peut être douloureux. Donc, vraiment une exérèse complète du trapèze. Puis, on va prendre notre moitié de fléchisseur radial du carpe qui est donc attaché au niveau de la base du deuxième métacarpien. On le passe à travers la base du premier métacarpien. On le suture sur lui-même, puis on va mettre quand même une interposition en plus entre le scaphoïde et le premier métacarpien. Tout le travail sera néanmoins réalisé par la ligamentoplastie qui permet d'éviter que le pouce ne recule. Et vous voyez qu'on obtient un bon maintien de l'espace entre le scaphoïde et le premier métacarpien et il n'y a plus de conflit entre les deux. Donc, les complications qu'on peut avoir, elles sont très rares, mais on peut avoir des paresthésies au niveau de la branche sensitive du nerf radial qui sont généralement régressives et plutôt dues aux écarteurs. On peut avoir une petite synovite au niveau du fléchisseur radial du carpe et beaucoup plus rarement une lésion du fléchisseur radial du carpe, de l'artère radiale, une algodystrophie évidemment comme pour toute intervention chirurgicale et un recul du premier métacarpien qui peut malgré tout arriver malgré la ligamentoplastie. En général, on a souvent un recul, on perd un peu de hauteur, mais généralement, il n'y a pas de conflit. Dans de rares cas, le premier métacarpien va reculer un peu plus avec un potentiel conflit arthrogène. L'avantage de cette technique, c'est qu'elle est fiable. C'est une technique qui est simple, qui permet la réaxation du premier métacarpien.
et une stabilisation de l'espace entre le scaphoïde et le premier métacarpien. On a souvent sur les études une perte de hauteur entre 30 et 50%, mais qui permet de ne pas avoir de contact entre le scaphoïde et le premier métacarpien et qui est sans impact sur la force. La récupération est rapide et on a une stabilité dans le temps avec une étude qui a été publiée en 2013 avec 15 ans de recul qui montre une stabilité de l'espace et de la force. Les gestes associés peuvent être réalisés si besoin. C'est peu fréquent, mais en cas de rétraction de la première commissure, on peut avoir besoin de faire une plastie de première commissure, voire une libération de l'adducteur. En cas d'hyperextension importante au niveau de l'articulation métacarpophalangienne, on peut faire différents gestes également de manière à récupérer, à éviter cette hyperextension. Alors, les questions qui ont été soulevées, c'est avec ou sans ligamentoplastie. Des chirurgiens ont montré que finalement, il n'y avait pas de différence significative avec ou sans ligamentoplastie, quelle que soit l'étude, quelle que soit la technique de ligamentoplastie. La technique la plus utilisée est celle qui a été décrite avec un hémifluxeur radial du carpe. La littérature ne permet pas de montrer la supériorité d'une technique par rapport à une autre, mais dans tous les cas, les patients sont satisfaits tant en termes de douleur, de force que d'amplitude articulaire. Les prothèses qui vont être abordées tout à l'heure par Camille Échalier ont un taux d'échec qui est malgré tout plus important, selon les études entre 14 et 30%, et la trapézectomie est l'intervention de choix pour les reprises des échecs de prothèses. En conclusion, cette technique est fiable, c'est la technique qui a le plus grand recul. Il n'y a pas de différence significative entre les différentes techniques, la meilleure technique étant celle que le chirurgien a l'habitude de faire. Il n'y a pas d'implant qui va être soumis aux différentes complications et les résultats cliniques sont maintenus à très long terme. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Mathilde pour ta belle présentation. On retiendra que la trapézectomie, ligamentoplastie est la technique classique, historique, fiable que l'on peut proposer aux patients. Et on va tout de suite passer à la technique concurrente avec, entre guillemets, avec Camille Échalier qui va nous présenter les prothèses trapézo-métacarpiennes. Camille, c'est à toi. Je te remercie. Bonsoir à tous, merci Alam. Donc effectivement, je m'attelle à la tâche de présenter les prothèses trapézo-métacarpiennes qui, je pense, ne doivent pas être vues comme la grande concurrente de la trapézectomie, mais je pense qu'il faut voir ça comme une autre option thérapeutique qui est très intéressante. J'aimerais au passage saluer le professeur Aubert qui m'a inculqué cette culture de la prothèse trapézo-métacarpienne, donc je le salue au passage s'il est connecté. Donc des petites généralités, la première prothèse trapézo-métacarpienne, elle a été proposée par de la Caffinière en 1971, donc c'est un outil technique qui est développé depuis maintenant 50 ans. Donc c'était la première génération. Il y a eu une deuxième génération proposée avec une pose de prothèse sans ciment et un couple métal polyéthylène, et ensuite une troisième génération actuellement développée avec un concept ajouté de double mobilité. Il faut retenir qu'il y a une contre-indication spécifique. Alors évidemment, c'est une prothèse, donc il y a les contre-indications liées à la pose d'une prothèse assez générale. Et puis il y aura la taille du trapèze. Classiquement, on dit qu'il ne doit pas avoir une hauteur inférieure à 8 mm. En fait, ça dépend de l'implant. Certains implants font 6 mm et donc on peut tolérer une hauteur de trapèze plus petite que 8 mm. Il y a une étude anatomique assez intéressante qui a été réalisée qui montrait que la taille réelle d'un trapèze en fait est entre 9 et 14 mm, ce qui laisse la plupart du temps largement la place pour l'implant trapézien. Donc, un petit mot sur la technique opératoire. Vous voyez en haut à gauche qu'on fait une incision dorsale centrée sur l'articulation trapézo-métacarpienne. En bas à gauche, vous voyez qu'on fait ensuite un lambeau capsulaire périosté, ce qui permet de mettre à jour l'articulation trapézo-métacarpienne. Selon les équipes et les habitudes, on résèque complètement ce lambeau ou alors on le repose en fin d'intervention. Et vous voyez que ça permet de faire une belle arthrotomie et de préparer les deux surfaces osseuses.
On va procéder d'abord à une coupe métacarpienne perpendiculaire d'environ 5 mm d'épaisseur. Et on va ensuite travailler le trapèze à la manière d'une prothèse de hanche en passant… donc là, la prothèse que je présente, c'est la prothèse Isis. Hein, toutes les prothèses fonctionnent globalement à peu près sur le même concept pour l'implant métacarpien. Donc, on va préparer à l'aide de râpes de taille qui augmente successivement jusqu'à atteindre la taille maximale, c'est-à-dire que de comblement complet du métacarpien. On va ensuite préparer le trapèze avec la mise en place d'une broche centrée. Donc, on fait un contrôle scopique péropératoire pour s'assurer que notre broche est bien centrée de face et de profil. Et on va préparer à l'aide de 2 fraises pour la mise en place de l'implant trapézien. On va ensuite mettre nos implants définitifs métacarpiens et trapéziens, ce qui va ensuite nous permettre de mettre un col d'essai et après avoir contrôlé la taille et le bon choix de ce dernier, on pourra mettre le col définitif. Les suites post-opératoires sont assez classiques pour ce qui est de la chirurgie de la main, c'est-à-dire qu'on aura des soins locaux pendant une quinzaine de jours avec des pansements tous les 2-3 jours et une ablation des fils au bout des 15 jours. Cette technique chirurgicale a l'intérêt de permettre une mobilisation précoce ainsi qu'une rééducation précoce et selon les équipes dans la littérature, on aura la mise en place d'une orthèse à visée antalgique pour une durée allant de 0 à 21 jours. Moi, personnellement, je mets très peu d'attelle et vraiment qu'à visée antalgique, éventuellement la nuit. Je vous présente les résultats d'une revue de littérature qui est très récemment sortie, qui est assez intéressante pour ce qui est des résultats fonctionnels. Et puis, on verra que pour les complications, il y a un petit bémol. On complétera ça ensemble tout à l'heure. Grâce à un outil statistique, cette étude permet de comparer entre différents articles qui n'ont pas forcément utilisé exactement les mêmes outils de mesure. Cet outil statistique est assez bien pensé. Et donc, ça nous permet de voir que ces prothèses ont un intérêt assez précoce pour ce qui est de la diminution de la douleur. C'est une diminution qui est assez rapide. Donc là, vous voyez que les très bons résultats, c'est au-dessus de 1,5 sur l'abscisse et on est entre 3 et 4 à court terme. Donc, c'est-à-dire pour une durée inférieure à 3 mois. Et ces résultats sont stables dans le temps et même s'améliorent. En ce qui concerne le gain de fonction, pour ce qui est du court et moyen terme, malheureusement, il n'y a que 2 études qui ont pu être intégrées. Donc, on regardera surtout les résultats à long terme pour cette mesure. Et c'est pareil, on a une amélioration a priori précoce, mais surtout qui est stable dans le temps, ce qui est très intéressant. Et enfin, sur la force, en ce qui concerne la pince pouce-index et la force de poigne, c'est pareil, on aura des résultats assez intéressants. Alors, l'abscisse montre des résultats avec des chiffres négatifs, mais c'est normal puisque les valeurs préopératoires sont inférieures aux valeurs post-opératoires. Pour ce qui est des complications, donc cette diapositive fait effectivement un petit peu peur parce qu'on a un échec à 12% et surtout un décèlement aseptique des implants, notamment des implants trapéziens à 55%. Et des luxations à 12%. À noter que les infections périprothétiques sont très faibles, inférieures à 1%, à 0,23%, ce qui est acceptable. Mais voilà, cette étude porte sur différentes études qui ont été menées de 1982 à 2019. Et si on regarde bien, en fait, certains implants ont été maintenant abandonnés parce que justement, il y avait trop de complications et notamment trop de complications de décèlement aseptique. Donc, je suis allée regarder d'un petit peu plus près la littérature plus récente présentant des résultats à relativement long terme puisqu'on était entre 5 et 10 ans et surtout sur des implants de 2e et 3e génération encore sur le marché. Et on peut voir ce qui est assez intéressant, c'est que finalement le taux de luxation descend de 0 pour certaines études à 10%, que le taux de décèlement finalement est abaissé à 4,6%, donc ce qui est quand même bien plus intéressant. Et on a un calcul de taux de survie de 85 à 86%.
96% selon les études. Les causes de reprise chirurgicale sont principalement la luxation et le descellement. À noter, je trouve ça assez intéressant, une étude qui montre, qui a été menée en 2013, que les résultats de trapézectomie de deuxième intention, c'est-à-dire si éventuellement une prothèse ne fonctionne pas ou a des suites vraiment complexes, on peut proposer une trapézectomie avec des résultats similaires à ceux qu'on aurait pu avoir sur une trapézectomie de première intention. Quelques études se sont penchées sur la comparaison entre prothèse et trapézectomie avec, on le voit, une supériorité de la prothèse en termes de mobilité, de force et de fonction avec la mesure du test de Quick Dash. Néanmoins, il y a énormément de prothèses sur le marché. On a pléthore de propositions. On manque drastiquement d'études, évidemment randomisées et surtout prospectives, comparant les implants entre eux, comparant de façon carrée et cadrée les prothèses versus trapézectomie. Les études que je vous ai montrées avant sont prospectives ou rétrospectives. Donc, il faudrait compléter cela. À retenir que la complication principale, c'est le décèlement aseptique et la luxation, mais que ces deux complications ont tendance à vraiment diminuer avec les nouveaux implants, que les infections sont très rares, et enfin que ce sont des implants qui permettent de diminuer la douleur et d'obtenir un gain de fonction qui sont précoces et surtout stables à long terme, ce qui pour moi est intéressant. Et en ce qui concerne la force, c'est variable selon les études, mais ça permet quand même de gagner de façon intéressante, de récupérer de façon intéressante en force, avec dans les dernières études dont je vous ai parlé, une force similaire au côté contrôle latéral lorsqu'il est sain. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Camille. On laissera la discussion de l'opposition prothèse-trapézectomie à la séance de questions-réponses. Et on va tout de suite passer, on va terminer cette deuxième partie des techniques chirurgicales avec les techniques arthroscopiques. Je vais vous en parler assez rapidement. Alors, les techniques arthroscopiques, de quoi s'agit-il? Il s'agit de procédures qui sont assez récentes, qui sont en plein essor depuis environ une vingtaine d'années, à l'instar de toutes les techniques mini-invasives des petites articulations au niveau du membre supérieur, essentiellement le poignet. Donc, pour preuve, si on recherche les mots-clés CMC arthroscopy ou CMC arthroscopique sur PubMed, on se rend compte qu'il y a une augmentation assez significative des publications depuis les années 2000. Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit de l'accès à l'articulation par 2 à 3 petites voies d'abord qui sont inférieures à 1 cm. Bien entendu, on utilise des instruments qui sont dédiés, miniaturisés. Et en plus des gestes thérapeutiques que l'on peut faire au niveau de l'articulation, l'arthroscopie nous permet un bilan précis de la sévérité de l'atteinte puisque l'on voit directement les surfaces articulaires in situ. Donc progressivement, ces techniques arthroscopiques se sont posées comme une alternative tout naturellement aux techniques ouvertes classiques que l'on a vues précédemment. Donc, différents gestes chirurgicaux sont possibles sans ouvrir, juste avec ces petites voies d'abord, comme on peut voir ici, un débridement, on peut réaliser une synovectomie, des stabilisations capsulo-ligamentaires, des résections plus ou moins importantes. On peut réaliser également des interpositions tendineuses ou on peut mettre en place des implants. Donc, pourquoi les techniques mini-invasives? Quel est le rationnel? Les arguments sont assez universels et ils sont communs à toutes les techniques arthroscopiques. En effet, il n'y a pas besoin de réaliser d'incision cutanée importante. On ne fait pas de dissection extensive pour accéder à l'articulation. Il n'y a pas de traumatisme du système ligamentaire, ce qui permet, enfin on l'espère, une récupération plus rapide et un résultat fonctionnel meilleur. Donc, on peut être assez provocateur et pousser jusqu'à comparer directement, succinctement, les techniques ouvertes et arthroscopiques. On voit à gauche une technique de trapézectomie, ligamentoplastie avec cette grande incision pour accéder à l'articulation. Et à droite, cette technique arthroscopique avec les 2 petites incisions qui nous permettent de travailler avec un résultat cosmétique et fonctionnel qui est assez séduisant. Donc, toutes les techniques arthroscopiques ont été décrites à tous les stades, du simple débridement à la résection extensive au stade plus tardif.
On peut voir ici une résection osseuse bipolaire avec l'image à droite de la trapézectomie sous arthroscopie. On peut également mettre un implant. On voit ici le contrôle radiographique de la mise en place d'un implant particulier en pyrocarbone, trapézo-métacarpien, avec le résultat cosmétique et fonctionnel en bas à droite. On voit ici l'exemple d'une résection extensive péritrapézienne, toujours sous arthroscopie, avec la possibilité également de retirer des corps étrangers intra-articulaires par ces petites incisions, ainsi que le résultat radiographique post-opératoire. Je vous présente ici alors je suis désolée si les vidéos sont de mauvaise qualité, la technique de trapézectomie partielle interposition qui nous a été enseignée par Christophe Matoulin et que l'on réalise préférentiellement pour ceux qui font cette technique dans l'équipe. Voici le prélèvement du palmaris longus. On voit ici la conformation du ligament pour qu'il puisse venir s'interposer au niveau de l'espace trapézo-métacarpien. Voici le temps arthroscopique avec la synovectomie, donc l'exérèse des mauvais tissus, et le temps de trapézectomie qui est tout à fait aisé lorsque l'on a l'habitude par ces petites voies d'abord. Voici l'introduction du transplant au niveau de l'espace trapézo-métacarpien, toujours par ces petites voies d'abord, et la vue arthroscopique ici. Et enfin, le contrôle post-opératoire radiographique et le résultat cosmétique et fonctionnel. Donc, globalement, quand on s'intéresse à la littérature, les résultats sont bons, ils sont prometteurs. Le seul problème est que ce sont des techniques qui sont récentes. Donc, la plupart des séries publiées portent sur de petites cohortes avec un faible recul. Donc, voici la méta-analyse de 2018 qui est assez intéressante car elle montre que toutes techniques confondues, les techniques arthroscopiques ont une efficacité significative sur la douleur et les scores fonctionnels. L'efficacité est beaucoup plus mitigée sur la force. Il n'y a aucune technique arthroscopique qui a montré sa supériorité par rapport à une autre. Et ce qui est très intéressant est le taux de complication qui est assez faible, de l'ordre de 4%. Donc, ces techniques paraissent comme des techniques qui sont raisonnables, avec des indications préférentielles chez les patients qui sont plus jeunes, au stade précoce de rhizarthrose. Demeurent les questions de l'efficacité dans les stades avancés et de la pérennité des résultats de ces techniques arthroscopiques. Je pose ici les problématiques de la courbe d'apprentissage des techniques mini-invasives, qui, somme toute, est assez longue, et de la disponibilité du matériel. Donc, au total, ce que l'on peut dire, c'est que ce ne sont pas encore des procédures de routine et que actuellement, ce sont des techniques qui paraissent séduisantes dans des mains entraînées, dans certaines indications, et qu'elles ont l'avantage de ne pas couper les ponts pour les procédures classiques que l'on a vues précédemment, notamment la trapézectomie ligamentoplastie. Et je vous remercie de votre attention. Et je pense que l'on va pouvoir passer à la deuxième session de questions-réponses avec Mathilde et Madame Leclerc, s'il vous plaît. Alors, il y a une question pour Chiab. Est-ce que le risque d'une dénervation pour un patient jeune n'est-il pas d'accélérer la dégénérescence articulaire et donc la perte fonctionnelle, étant donné que le patient ne recevra plus de signal douloureux, l'incitant à ne pas forcer? Alors la réponse est oui et non. C'est une réponse un peu normande. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est le principe d'enlever le signal douloureux, donc de calmer la douleur en la faisant disparaître, mais en continuant à solliciter l'articulation. Le problème, c'est que ce sont des patients qui ont besoin de continuer à bouger beaucoup et qui ont mal quand ils bougent beaucoup. Donc on prend le pari de se dire, on les laisse bouger, on les laisse continuer leur travail, et puis quand arrivera le moment où il y aura vraiment la dégradation de l'articulation, on pensera aux autres techniques. C'est souvent assez compliqué. Le profil type, c'est l'adulte qui est travailleur de force, qui a une articulation complètement centrée, donc aucune stabilisation autre peut être faite. Il a très mal, il y a une impossibilité à lui proposer une prothèse parce que ça risque de partir. La trapézectomie, comme ça a été dit, diminue la force et on est dans une impasse parce qu'il a 45 ans et qu'il lui reste 20 ans à travailler. Alors on lui dit, écoutez, on tente la dénervation, ça ne coupe pas les points avec le reste, ça marche tant que ça marche. Et puis si on vous a gagné 10 ans, à 55 ans, on commence à arriver dans des stades où peut-être que professionnellement vous irez mieux
pour moins porter et qu'on pourra penser à une prothèse ou une trapézectomie. Il faut plutôt voir sur l'aspect bénéfice-risque dans une course contre la montre qu'on essaie de ralentir, quitte à sacrifier un peu l'articulation. Mais il faut le mettre dans son contexte socio-professionnel, c'est ce qui est le plus important. Il est aussi important de souligner qu'il n'y a pas de parallélisme entre la gravité de la radiographie et l'intensité de la douleur. Et finalement, la seule chose qui nous intéresse dans toutes ces propositions thérapeutiques qu'on fait, c'est de rendre une indolence au patient pour qu'il puisse se servir de sa main et garder sa force, puisqu'en fait, la baisse de force est aussi due à la douleur et du coup, le patient n'utilise pas sa main. Et le fait de ne plus avoir de douleur grâce à la dénervation va lui permettre de continuer à utiliser sa main. Et finalement, même si l'arthrose s'aggrave, parfois on voit des patients avec une arthrose monumentale et qui n'ont pas très mal. Et inversement, on peut avoir des patients extrêmement douloureux avec une arthrose qui va être assez modérée. Donc, le fait de faire une dénervation chez un patient jeune ne va pas forcément faire que plus tard, il va y avoir une douleur majeure due à une arthrose plus sévère. Justement, Chiab, pour rebondir sur ce que dit Mathilde, dans ta pratique personnelle, est-ce que tu pratiques souvent des traitements conservateurs, parce que tu fais souvent des ostéotomies? Parce que justement, est-ce que les patients sont très douloureux et quelles sont les indications précises des ostéotomies? Alors, je pense que les ostéotomies, c'est très culturel. Moi, j'en ai vu, j'ai eu la chance d'être en stage quelques mois au Japon, j'en ai vu énormément, parce que le prothétique n'est pas développé. Donc, ils associaient des gestes, ils faisaient une synovectomie arthroscopique avec une ostéotomie. C'était pratiquement le traitement de choix. Dans ma pratique, je trouve que c'est très complexe, l'ostéotomie. C'est très incertain dans le résultat parce qu'il faut être très bon sur le trait d'ostéotomie du trapèze, il faut être très bon sur le trait d'ostéotomie du métacarpien et il ne faut pas se louper 2 fois chez le même patient, avec des douleurs dont on ne situe pas l'indication et avec le risque biologique de ne pas le faire consolider. Il ne faut pas oublier qu'on est dans de l'ostéoarthrite, enfin dans de l'arthrose, et que la vascularisation est aussi compliquée à gérer. Donc, vous allez faire une ostéotomie dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Moi, à titre personnel, c'est pas une technique que j'affectionne énormément. Autant on peut penser aux ligamentoplasties, j'avais quelques cas de dysplasie, c'est surtout chez des femmes hyperlaxes, quarantaine d'années avec comme tu disais Mathilde, des arthroses très très débitantes en stade 1, mais des douleurs insupportables. On essaie les infiltrations, on essaie la rééducation de recentrage du trapèze qui marche bien. Et quand on se rend compte que la rééducation de recentrage marche bien, mais que dès qu'on l'arrête, elle repart dans un syndrome douloureux, la ligamentoplastie a sa place. Moi, je l'ai fait quelques fois, ça reste confidentiel, mais les ostéotomies, je les trouve très compliquées à réaliser. Dans ces cas-là, je propose la dénervation et je dis vaille que vaille, le trapèze, on va le sacrifier, il va être utilisé à fond et puis ça tiendra quand ça tiendra, on sera autre chose. Chiab, dans ces stades débutants, justement, puisque tu pratiques beaucoup d'arthroscopie, est-ce que tu proposes aux patients un débridement simple sous arthroscopie chez les patients qui sont relativement jeunes, parce que ça a montré une efficacité sur plusieurs études. Oui, quand le trapèze est centré. Quand le trapèze est centré, et l'idée c'est de savoir est-ce qu'on interpose quelque chose ou pas. Moi, la réponse est non, surtout si je ne touche pas au cartilage. Mais la synovectomie a un vrai. En plus, c'est comme à l'épaule, hein, ça a un effet dénervant. On fait une dénervation en fait arthroscopique. La synovectomie a pour but surtout d'enlever les afférences nerveuses et ça marche très très bien. Mais c'est une fenêtre de tir très étroite. Il faut que ce soit centré, il faut que le patient soit jeune et que ce soit une symptomatologie de synovite chez un patient encore apte à utiliser son pouce quelques années. Mais ça marche très très bien. Et finalement, l'intérêt aussi, ce serait que au temps arthroscopique, si on voit qu'il y a une surface cartilagineuse qui est atteinte, on peut tout à fait interposer un ligament. Donc, alors, interposer un ligament, mais ne plus interposer du PLL. Moi, j'avais interposé à une époque, c'était un composé qui était fait en acide polylactique. Ça crée des syndromes inflammatoires monstrueux et des arthrites destructrices parce que ça crée une boucle de syndrome inflammatoire. Donc oui, on a le droit d'interposer quelque chose, mais qui appartient au patient. Restons naturel et faisons confiance à la nature. Voilà. Oui. Y a-t-il d'autres questions? Il y a une question dans le chat qui s'adresse à Camille Échalier, qui est une question peut-être un petit peu sophistiquée, mais on va la lui poser quand même. Après échec de prothèse, est-ce que la trapézectomie doit être associée à une ligamentoplastie? Donc là, ça nous fait un petit peu aller vers les échecs de prothèse. Tu disais tout à l'heure que ça peut se rattraper par trapézectomie. Quelle est la technique de choix dans les échecs de prothèse? Alors, la technique de choix est de reprendre la prothèse.
et dans les véritables échecs où vraiment on ne s'en sort pas, effectivement, la trapézectomie est la technique de choix. Après, quelle technique et quelle ligamentoplastie, et si on fait une ligamentoplastie ou pas. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut quand même faire une ligamentoplastie. Mais je pense que Mathilde sera plus à même que moi de répondre sur cette question, puisqu'elle a fait le topo sur la trapézectomie, mais moi j'aurais tendance à dire qu'il faut faire la trapézectomie plus ligamentoplastie. Alors, en ce qui concerne là, sur toutes les études de la littérature, en fait, hein, finalement, on retrouve pas de supériorité d'une technique par rapport à l'autre. Le fait de faire une ligamentoplastie, en fait, il y a très très peu de complications avec la trapézectomie. Et la seule complication qu'on a parfois, c'est éventuellement le recul du premier métacarpien qui peut faire un conflit. Et le fait de faire la ligamentoplastie évite ce recul. Donc, il n'y a pas de différence dans les résultats qui a été prouvé avec les différentes techniques, mais le fait de faire la ligamentoplastie évite le recul. Quand on n'a pas fait la ligamentoplastie, s'il y a un problème, c'est quand même beaucoup plus compliqué de faire une ligamentoplastie secondairement après avoir fait la trapézectomie simple. Mais il n'y a pas, dans la littérature, c'est pas statué. Donc moi, je ferai la ligamentoplastie. Quand je fais une reprise d'échec de prothèse, je fais une ligamentoplastie associée. De toute façon, pour toutes les trapézectomies, je fais des ligamentoplasties. Est-ce que, Mathilde, donc du coup, tu viens de nous le dire, la trapézectomie ligamentoplastie a bien montré une supériorité à la trapézectomie simple, sans interposition. Justement, parce qu'on a l'impression, dans toutes ces techniques, qu'on n'arrive pas à un consensus sur l'adjonction. Il n'y a pas de consensus puisque aucune technique quel que soit, en fait, il y a plusieurs techniques de ligamentoplastie qui sont proposées. Et que ce soit trapézectomie simple ou trapézectomie plus ligamentoplastie, quelle que soit la technique, il n'y en a aucune qui a montré une supériorité par rapport aux autres. Elles donnent toutes globalement de bons résultats. Et il n'y en a pas une qui a des résultats moins bons que les autres à la limite. Parce que ma question, c'était trapézectomie versus trapézectomie plus ligamentoplastie. Si on retire uniquement le trapèze et que l'on ne fait rien d'autre, est-ce que ça change vraiment les choses? Non, c'est ce que tu en penses. Toutes les études qui sont sorties montrent qu'il n'y a pas de différence. Alors, il y a une question pour Camille. Que pensez-vous des prothèses scapho-métacarpiennes? Alors oui, effectivement, il a été proposé de faire ce type de montage un petit peu hybride, notamment dans les cas d'arthrose STT associée. Moi, personnellement, je n'ai pas d'avis sur les prothèses scapho-métacarpiennes puisque je n'en ai pas l'expérience et je n'ai pas eu l'occasion de voir des patients qui en avaient eu. Il se trouve que malheureusement c'est à paraître, c'est pas encore paru. À Besançon, dans l'équipe, il a été mené un travail sur les prothèses parce que en fait il faut savoir que depuis longtemps on dit que l'arthrose STT est une contre-indication aux prothèses et en fait on se rend compte que pas forcément, que les patients quand ils sont pas symptomatiques à la prise en charge de la rhizarthrose en fait ne sont pas forcément plus symptomatiques sur leur STT après. Et ce travail qui a été mené montrait qu'effectivement il n'y avait pas de différence entre les groupes arthrose péritrapézienne et rhizarthrose seule. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à poser ces prothèses scapho-métacarpiennes? Je ne sais pas. Et en tout cas, j'en ai pas l'expérience, donc je n'ai pas d'avis précis sur ce type de montage. Mais en tout cas, il semblerait que ce ne serait pas forcément nécessaire dans le cadre des arthroses STT, des arthroses péritrapéziennes. Alors Camille, moi je vais juste rebondir là-dessus parce que j'ai commis une ou deux fois ce type de pensée. L'idée c'est pas vraiment dans. Alors le petit truc, je sais pas si Caroline va le partager, c'est quand vous avez un patient qui a une trapézométa douloureuse et que vous avez une STT symptomatique à la radio, vous lui demandez de bouger le poignet. S'il a pas mal au poignet, vous pouvez y aller pour la prothèse. Parce qu'elle ne sera pas symptomatique, elle ne risque pas de décompenser. Ça, c'est l'équipe de Nancy avec Gilles Detel l'ont très bien montré. En fait, la STT, quand elle est asymptomatique, même si la radio ne montre pas une STT propre, on peut mettre une prothèse. Avant, on était très limité là-dessus. Par contre, moi, j'ai eu des cas où il y avait une trapézectomie chez des gens jeunes avec un recul monstrueux
du premier méta. Et il y avait l'équipe lilloise qui avait fait quelques cas de scaphotrapézoïdienne, de scaphométacarpienne, équipe de Chanteloup, pour venir mettre une prothèse trapézométa, mais perchée. Alors, attention, parce que c'est pas fait pour le pôle distal du scaphoïde. La pièce trapézienne tient pas bien. Il faut la cimenter, il faut y aller. C'est pas la même qualité osseuse. Et puis surtout, il y a des cols très très longs et on n'a pas de col suffisant pour redonner toute la hauteur. Donc, on perche un peu la tige, on perche un peu le trapèze. Enfin, c'est pas fait pour ça. Et il y a même des gens qui ont fait l'inverse, qui ont mis la tige dans le scaphoïde et la pièce trapézienne dans le méta. Ça, je crois que c'est d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est Benjamin Degeorges qui pose la question, mais je crois qu'il avait eu un cas comme ça, j'avais vu passer. C'est Benjamin Degeorges qui pose la question. Ouais, je crois qu'il avait vu, et je crois qu'il y avait eu quelque chose qui était passé comme ça, ce qui est très intéressant, mais je pense qu'il faut utiliser un implant dans son indication parce que ça reste, s'il y a une complication, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Mais ceci dit, je voulais juste demander pour les prothèses scaphométacarpiennes, je pense qu'on n'a pas assez de recul encore. Est-ce qu'on est certain qu'elles ne sont pas efficaces et j'ai l'impression que l'équipe lilloise commence à en poser depuis assez peu de temps. Nadine, ouais, est-ce que tu… De manière générale, pour les prothèses, on n'a pas encore suffisamment de recul, en fait, pour décider que globalement, mais spécifiquement pour les prothèses, oui. C'est des prothèses qu'on pose très rarement et effectivement c'est pas on le fait quand on n'a pas le choix, mais là en quelques années on n'a pas vu de poser, voilà, c'est pas quelque chose qui est monnaie courante. Il y a une autre question pour Alam et Fanny. Est-ce que après trapézectomie sous arthroscopie, vous prenez des précautions particulières sur le plan rééducation? Justement, moi, après le geste de trapézectomie sous arthroscopie est simple, léger, et les patients vont bien très rapidement. Je demande à ce qu'ils portent une petite orthèse à visée antalgique pendant 1 semaine, 10 jours, et ils débutent assez rapidement leur rééducation. Il n'y a pas d'immobilisation. Ils commencent à mobiliser leur pouce dès qu'ils ont moins mal. Ce sont des techniques qui, en péropératoire, sont simples et l'évolution post-opératoire est très résolutive, enfin est très rapidement simple, et l'indolence est récupérée très rapidement chez ce genre de patient. Fanny est d'accord. Oui, je suis d'accord. Alors, on a une dernière question, mais il va peut-être falloir qu'on avance quand même parce que le temps avance. Donc, si on peut avoir une réponse rapide, dans les arthroses STT, peut-on envisager des implants pyrocarbone ST associés à une prothèse TM? Oui, donc effectivement, il y a ce type de montage pareil qui a été proposé. C'est dit un peu en sandwich. Où on met un pyrocarbone dans la STT et une prothèse. Je n'ai pas fait de revue de littérature précise sur ce sujet, donc je ne saurais pas répondre précisément, mais effectivement, plusieurs équipes le proposent. Alors souvent, ce qui est proposé, c'est 2 pyrocarbones, un au niveau STT et un au niveau TM. Ils proposent souvent de mettre le même… Ça dépend des équipements, mais peu importe, je ne connais pas les résultats de la littérature sur ce point. Alors, merci à tous. Je vous propose juste d'avancer sur la 3e partie, qui sera la partie de conclusion sur les algorithmes de traitement. On va débuter avec Madame Fanny Carm, notre kinésithérapeute de l'Institut de la main, qui va nous parler de la rééducation et des orthèses avant et après chirurgie. C'est à toi, Fanny. Merci. Bonsoir. Donc, je suis Fanny Carm, kinésithérapeute orthésiste à l'Institut de la main. Je vais vous présenter les orthèses et la rééducation de la rhizarthrose non opérée puis opérée. Il y a une place pour la rééducation de la rhizarthrose non opérée pour les formes débutantes, un patient qui présente des épisodes douloureux mais des déformations non installées. Évidemment, lorsque le pouce est en Z, il est un petit peu tard. Je rappelle que l'évolution de la rhizarthrose est inéluctable, donc le rôle du kiné va être de soulager et prévenir afin de retarder l'intervention chirurgicale. Les objectifs sont donc de soulager les douleurs par nos techniques habituelles, mais aussi par la confection d'orthèses. Entretenir les mobilités fonctionnelles et lutter contre les déformations par des mobilisations, des étirements, notamment pour ouvrir la première commissure. L'éducation thérapeutique par la prise de conscience des bonnes et mauvaises positions, des conseils d'économie articulaire, de choix d'outils adaptés,
Et bien sûr, le renforcement des muscles stabilisateurs de la trapézo-métacarpienne, notamment notre première interosseux dorsale. Je ne vais pas pouvoir tout détailler, mais je vais vous montrer quelques items de notre prise en charge. À ce stade, donc 2 types d'orthèses sont préconisés, les orthèses de fonction et les orthèses de repos. Les orthèses de fonction vont repositionner la trapézo-métacarpienne et la stabiliser, ouvrir la première commissure, mieux répartir les contraintes articulaires, donc soulager, aider et prévenir les déformations lors des activités et des gestes du quotidien. Donc la sangle à gauche, inspirée par Dominique Thomas, est souple, non élastique, avec une petite couture réalisée à la machine. Elle amène en ouverture et croise au niveau de la trapézo-métacarpienne pour venir la soutenir. Le gant néoprène avec un effet thermique compressif antalgique, un contre-appui faible sur la trapézo-métacarpienne. Elle est souple, elle permet donc les mouvements et au relâchement, on a un retour élastique qui ramène le pouce en position d'ouverture. Le gantelet court à droite stabilise le premier métacarpien en position fonctionnelle d'opposition et la métacarpophalangienne du pouce en flexion, ce qui va faciliter le travail stabilisateur des muscles courts. Les orthèses de repos sont portées la nuit, éventuellement la journée, donc pour mettre au repos comme son nom l'indique. Repositionne, stabilise la trapézo-métacarpienne, ouvre la commissure, soulage les douleurs et prévient les déformations. En général, donc, on met le pouce à 40-45 degrés d'abduction et d'antépulsion. On met 30 degrés de flexion MP. Il n'y a pas de consensus sur l'utilisation d'une orthèse courte ou longue. En fonction des patients, peut-être si l'arthrose est plus étendue à la STT ou s'il y a des douleurs au poignet, on l'intégrera et l'immobilisation sera faite en légère extension. Concernant la prophylaxie, alors sur la photo où avec le couteau à pain, j'ai essayé d'illustrer le fait qu'il faut fuir les prises en adduction du pouce, donc qui ferment la première commissure parce qu'elles entraînent la subluxation de la base du premier méta. On favorise les prises larges en ouverture de première commissure où le pouce est en réelle opposition face au doigt long. L'idéal serait même d'utiliser un manche plus large. Sur les photos avec la balle de golf, j'illustre l'idée de fuir l'hyperextension de la métacarpophalangienne du pouce. Et en dessous, donc deux exemples d'économie articulaire, la prise des ciseaux comme un sécateur ou simplement l'utilisation d'une brosse à dents électrique. Et bien sûr, l'utilisation des orthèses de fonction peut faire partie aussi de la prévention. Le renforcement musculaire, alors de par sa localisation et ses insertions, c'est notre première interosseux dorsal qui va avoir un rôle clé dans la stabilisation active de la trapézo-métacarpienne. Donc on va chercher à le renforcer, principalement en chaîne fermée. On recrutera aussi donc le couple premier interosseux dorsal et opposant du pouce parce que leur co-contraction recentre la trapézo-métacarpienne. On s'intéresse aussi au long abducteur du pouce pour l'ouverture de la commissure et parce que son insertion distale est proche de la base de M1. À la suite donc d'une intervention chirurgicale, donc la rhizarthrose opérée, en général, donc, on réalisera une orthèse de repos, comme décrite précédemment. Le patient la porte jour et nuit pendant 30 à 45 jours, voire moins pour certaines prothèses ou dans d'autres cas. Encore une fois, pas de consensus sur l'utilisation d'une orthèse courte ou longue. C'est souvent le chirurgien qui va donner la consigne en fonction de l'état du patient ou en fonction de la technique chirurgicale. Donc pendant la phase d'immobilisation, c'est le patient qui va s'auto-rééduquer, d'où l'importance des consignes que l'on donne au moment où on réalise l'orthèse. Mobilité des doigts longs, de l'interphalangienne du pouce pour entretenir les glissements tendineux et prévenir l'enraidissement lié à l'œdème et l'immobilisation. Mettre la main en hauteur, glacer, etc. Nous contacter évidemment pour toute question. Ensuite, à J45, J30, J45, la rééducation se portera sur la récupération des mobilités articulaires, la remise en charge très progressive, le travail doux et contrôlé des muscles stabilisateurs, comme décrit pour la rhizarthrose non opérée, les prises, les pinces plutôt de finesse, le travail cicatriciel et les techniques antalgiques si besoin. Et vers 3 mois, on cherchera à récupérer la force tout en poursuivant les autres objectifs si besoin. Merci de votre attention.
Merci Fanny pour cette belle présentation. Et maintenant, Shihab, tu vas pouvoir nous dire s'il y a un algorithme de traitement qui peut ressortir de tous ces traitements que nous avons proposés jusqu'à présent. C'est à toi, je te remercie. Alors, un algorithme, je pourrais pas le dire. Je pourrais dire qu'il y aura des tendances, en fait, en tout cas. Alors déjà, le cahier des charges, on est tous d'accord, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'un pouce, il a besoin de bouger sans avoir mal et il doit durer le plus longtemps possible. Et tant qu'on a compris ça, on a le droit de tout essayer. Dans la logique et la raison qu'on a, c'est-à-dire qu'on a un patient qui a aussi un contexte socio-professionnel et donc il faut adapter ce cahier des charges au patient. Et il faut savoir que l'arthrose, pour elle-même, elle évolue. Elle continuera à évoluer tant qu'on continuera à bouger ce pouce. Donc, on est dans une contrainte, Julien l'a dit, avec une grosse contrainte mécanique. 1 kg au bout du pouce égale 13 sur la trapézométa, un contexte socio-professionnel et un cahier des charges qui demande l'indolence, la mobilité et que ça dure le plus longtemps possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait au début? Il faut absolument, et ça, je pense que tout le monde est d'accord, continuer le traitement médical. Et alors, les deux premiers, je ne vais pas m'apesantir dessus parce que tout le monde les connaît en fait. En tant que médecin, c'est ceux qu'on prescrit. C'est l'orthèse, c'est, donc comme a dit Fanny très bien, c'est l'orthèse de nuit, l'orthèse de jour, c'est les infiltrations. On a eu aussi le droit aux explications de Flore pour bien faire l'infiltration. Mais en fait, moi, de mes souvenirs d'internes, d'externes et même de jeunes chefs, on m'a jamais posé de questions quant à la rééducation. Et je pense qu'il y a des vraies choses à faire en rééducation avant que le bistouri ne s'approche du pouce, notamment le recentrage, comme a expliqué Fanny, tout ce qui est avoir une ergothérapie au niveau du pouce, savoir l'utiliser sans vraiment mettre en contrainte systématiquement la trapézométacarpienne, je pense que c'est primordial. Il y aurait presque comme l'école du dos, l'école du pouce. Alors, je ne sais pas si ça existe déjà, mais ce serait quelque chose à creuser. Et je pense que le vrai consensus, il est là. Pour qu'un patient soit heureux, il faut absolument l'aider à faire ça. Et d'ailleurs, je pense que même en prévention d'une chirurgie, on a programmé une chirurgie, il est de bon ton de faire de la rééducation préopératoire. Donc là, je pense qu'un consensus apparaît vraiment. Après, que faire? Quand on est dans les stades très précoces, tout se vaut au départ en fonction de l'expérience de chacun. C'est-à-dire que si on a une dysplasie, on peut se poser la question raisonnablement, si l'arthrose n'est pas très développée et que les douleurs sont importantes, d'aller recentrer l'articulation pour essayer de la faire fonctionner d'une façon beaucoup plus synergique entre le trapèze et le métacarpien, mais technique difficile. La dénervation, en plus d'une technique incertaine, au-delà de sa difficulté, reste une technique compliquée, puisqu'il faut avoir les terminaisons nerveuses en tête, et puis aussi penser que l'anatomie est individuelle, unique, et par le coup, on ne peut pas la résumer en 3 incisions. Enfin, et je pense qu'Alam a raison, l'arthroscopie, elle est à cheval entre les deux, c'est-à-dire qu'elle va nous permettre de faire une vraie dénervation par la synovectomie, j'ai l'impression même beaucoup plus efficace qu'une dénervation classique en open, et pouvoir être à cheval avec les techniques palliatives qui seraient les techniques de on va mettre une interposition parce qu'on estime que l'articulation est déjà à un stade de chondrite avancé. Enfin, quand on dépasse ces stades-là, c'est une question d'école, une question même d'individu. Vous avez 4 images, 4 écoles différentes. La plus à droite, on en a très peu parlé, c'est l'école nantaise, c'est le pyrocardan. C'est l'interposition d'un implant qui a un module d'élasticité qui permet d'user le moins possible l'os. Mais quid de sa pose? C'est pas évident parce qu'en fait, il y a beaucoup de mains levées pour constituer la chambre d'implantation du pyrocardan. Il paraît que ça dure longtemps, mais c'est souvent entre les mains des promoteurs, c'est-à-dire l'école nantaise, où ça fonctionne très bien. Ça fonctionne aussi bien au niveau de la STT. Je rebondis sur une question qui avait été posée. Que faire de la STT quand on a une trapézométa symptomatique et une STT? On a ce qu'on appelle le hamburger, le pyrocardan sandwich, c'est-à-dire qu'on le met en STT et on le met en trapézométa, ou alors on le met en STT et on met une prothèse en trapézométa. Quid de la prothèse? Le professeur de la Caffinière l'a décrite dans les années 70. L'idée était géniale, le concept était génial, mais la hanche reste une hanche et le pouce n'est pas une hanche. Donc, l'articulation en double selle nous pose beaucoup de problèmes sur la conceptualisation de la pièce trapézienne. On a à peu près répondu à la pièce métacarpienne par une tige et ça reste vraiment quelque chose de très efficace. Mais au niveau de la pièce trapézienne, les échecs dont parlait Camille sont en lien très fortement au design de la pièce. La prothèse Electra, pour ne citer qu'elle, avait une pièce trapézienne beaucoup trop sous-dimensionnée par rapport au trapèze et elle crée beaucoup de décèlement aseptique. Enfin, je rejoins l'avis de Mathilde, la trapézectomie, c'est ce qui marche le plus. Et d'ailleurs, si on veut
Juste avoir un exemple très pratique, on traverse l'Atlantique, nos collègues américains ne mettent pas de prothèse. Ils sont dans les trapézectomies. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont développé les trapézectomies mini-invasives. Tyson Cobb le fait très bien. Il a des séries très longues et très fournies sur les hémitrapézectomies sous arthroscopie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de place pour eux pour la prothèse. Donc, pour résumer, c'est passionnant. Pourquoi? Parce que tout le monde a une conviction, tout le monde la suit et tout le monde, au final, a raison, puisque il ne faut proposer aux patients que la technique qu'on maîtrise parfaitement. Et je pense que la rhizarthrose est vraiment une école d'humilité, puisque chacun va être dans la possibilité de proposer sa technique, de la présenter correctement et de pouvoir la discuter en face d'autres techniques qui sont tout aussi valables. L'avenir nous dira s'il y aura une prévalence, mais pour l'instant, je pense que tout le monde a à peu près raison à partir du moment où on voit que effectivement, on a les mêmes résultats. Après, il y a des petites subtilités. Chez le travailleur de force, il va falloir essayer de garder la hauteur. Donc, peut-être qu'on proposera une trapézectomie avec une vraie ligamentoplastie, voire un tightrope, ou alors une prothèse. Après, quelqu'un qui veut récupérer vite, peut-être que la trapézectomie mettra un peu plus de temps à lui donner satisfaction. Et donc, on verra plus vers les retraités ou les gens qui sont dans des professions moins en tension pour le proposer ce geste. C'est vraiment un colloque entre le patient et le praticien. Pour résumer, je pense que c'est ça le plus important. J'espère avoir un peu résumé ces discussions qui sont passionnantes. Et puis, le maximum, c'est de dire au patient que plus tard la chirurgie arrivera, moins les complications apparaîtront pour lui, puisqu'il sera quand même obligé d'user son articulation à un moment donné. Et au final, choisir le moment de la chirurgie reste le moment le plus délicat. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Chia, pour cette magnifique présentation qui fait une synthèse une synthèse consensuelle de tous les traitements chirurgicaux qu'on vous a proposés. On retiendra tout de même qu'il ne faut pas négliger les traitements médicaux et ne pas oublier la rééducation chez le patient non opéré. On peut passer, je pense, à la dernière séance de questions-réponses. Alors, il y a une question pour Fanny. Y a-t-il une véritable différence dans le positionnement du pouce entre les orthèses de fonction et les orthèses de repos, où seule la rigidité est différente? Alors, oui, non, pas exact. Oui, il y a une différence de position du pouce. Enfin, il peut y avoir une différence de positionnement dans la mesure où, pour une orthèse de fonction, on va mettre le pouce un peu plus en face des doigts longs pour permettre justement la préhension. On va se soucier de ça. Certaines fois, dans les orthèses de repos, on essaye aussi de permettre une préhension, mais il arrive qu'on soit obligé d'écarter le pouce et que la pince pouce-index ne soit plus toujours possible. Voilà. Donc, c'est très, très important pour les orthèses de fonction que le pouce puisse toucher les autres doigts. Alors, il y avait une autre question concernant le renforcement du long abducteur du pouce. Ne serait-ce pas court abducteur du pouce? Oui, alors j'ai répondu par écrit, mais oui, je considère quand même le long abducteur du pouce par son insertion terminale, en fait, qui en fait un élément stabilisateur du fait de sa proximité de l'articulation trapézo-métacarpienne. Mais il travaille de toute façon en chaîne, hein, le court et le long. Il y a une troisième question pour vous, Fanny, à propos de l'hyperextension de l'AMP. Comment est-ce que vous la prenez en charge? Uniquement des orthèses, de la rééducation spécifique? Oui. Oui, des orthèses, la rééducation, la prise de conscience des mauvaises positions, comme j'ai présenté. Plus généralement, je crois qu'il y a un sujet qu'on n'a peut-être pas beaucoup abordé. Ce sont ces grandes déformations que moi j'arrive à mimer très bien, même si j'ai pas de rhizarthrose, en fermeture de première commissure et en hyperextension de l'AMP, très rapidement dans vos techniques, que ce soit trapézectomie, ligamentoplastie, que ce soit prothèse, que ce soit autre chose. Comment les prenez-vous en charge? Alors, quand on est à un stade pas très avancé, moi je n'y touche pas. Excuse-moi, mais on parle des grandes déformations avec vraiment la fermeture de commissure et
et le pouce en extension dans l'AMP et en flexion dans l'IP. Alors là, je l'ai abordé dans les gestes complémentaires associés qu'on peut faire. On peut éventuellement faire une ouverture de première commissure et puis on peut stabiliser au niveau du métacarpien en fait. Soit en faisant une capsuloplastie antérieure, mais qui souvent peut se détendre, ou en faisant une arthrodèse entre le sésamoïde et la tête du métacarpien pour pour limiter l'hyperextension au niveau du pouce, ou éventuellement une arthroryse. On a différentes possibilités pour stabiliser l'hyperextension métacarpophalangienne à ce niveau-là. Est-ce que tu as essayé, Mathilde, dans ces cas, de mettre un implant en pyrocarbone au niveau du site de trapézectomie pour essayer de retrouver de la hauteur et essayer de voir si on peut corriger cette hyperextension? Non. Non. Alors, moi, j'ai juste la prothèse, de temps en temps, pour les corriger, parce qu'on fait un offset, on peut la décaler. Et du coup, en la décalant, on rééquilibre. Et expérience perso, moi, j'ai eu une patiente, je l'ai opérée 2 fois d'une capsulodèse et en fait, ça ne tient pas. 60 ans, elle repartait. Elle n'était pas gênée par la douleur, elle était juste, ça tient pas. Et je me sentais pas de faire une arthrodèse parce que sur 3 articulations du pouce, une prothésée, une arthrodésée, une IP qui bouge un peu, je sais pas si je l'aurais amélioré. Non, mais tu peux faire une arthrodèse parce que la capsulodèse, elle se détend, mais tu peux plutôt faire une arthrodèse entre le sésamoïde et la tête du méta, ce qui permet de te le ramener. Alors, les sésamoïdes, je les avais enlevés quand j'ai fait ma capsulodèse. Ah bon. Ils étaient gênants. Voilà. Bon, voilà. Non, c'est une technique, je me permets d'insister, mais c'est une technique qui fonctionne bien, qui permet de conserver la mobilité en flexion, qui empêche l'extension. Moi, je me souviens quand j'ai commencé cette chirurgie-là, nos maîtres Allieu et compagnie disaient tout qu'il était indispensable de corriger l'hyperextension de l'AMP quand elle était supérieure à 45 degrés. Alors à l'époque, on faisait beaucoup d'arthrodèse. Maintenant, je crois qu'on a d'autres moyens de le faire. Mais moi, ça me semble toujours encore très important de corriger cette hyperextension quand elle est importante, de manière à rééquilibrer l'effort. Et quand vous faites des prothèses, vous vous préoccupez aussi de ce problème, Camille? Très souvent, effectivement, ça permet de corriger une partie de la déformation, mais dans les très grandes déformations, un geste complémentaire est quand même souvent nécessaire et ce seront ceux qu'on a déjà évoqués en fait. Mais dans les déformations moins sévères, on arrive à corriger. D'ailleurs, il y a plusieurs articles qui le citent là dans ce que j'avais retrouvé dans la littérature. Et Didier nous précise qu'il existe Didier Gallois, notre deuxième, deux des 3 kinés de l'Institut de la main, nous précise qu'il existe des appareils externes pour l'hyperextension de la MP du pouce en complément de la chirurgie, si c'est réductible. Possible. Didier a posé une autre question. Dans les dysplasies, j'ai été amenée à placer un contre-appui dans mes orthèses en regard de la base du méta avec un confort majoré pour les patients. Avez-vous une expérience ou des demandes en ce sens? Question pour les chirurgiens. Personnellement, non. En général, j'attends que Didier me propose la prothèse adéquate. L'orthèse qui convient, mais après, on peut imaginer qu'effectivement, quand on a une dysplasie, on va avoir un glissement à ce niveau-là et que ça peut améliorer, mais on a une totale confiance en nos orthésistes qui trouvent généralement le bon positionnement. Donc, généralement, c'est pas trop nous qui avons la main là-dessus, puisqu'ils réalisent nos orthèses il faudrait creuser ça. Assez bien, il faut le dire. Je pense que si on n'a pas d'autres questions, je pense qu'on va devoir conclure à un moment. Si Caroline et Mathilde, vous n'avez pas d'autres questions à poser, je pense qu'on va être sur la conclusion. On vous remercie tous d'avoir été aussi nombreux à participer à ce webinaire qui est le 3e et le dernier d'une série de 3 webinaires en français qui se voulait être transdisciplinaire et généraliste. Le programme de l'enseignement de l'Institut de la main
ne se termine pas, il se poursuit avec la reprise des webinaires hyper spécialisés en anglais. Et nous vous donnons tous rendez-vous dans un mois pour ce nouveau webinaire qui sera consacré au traitement chirurgical de la spasticité. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour ceux qui sont intéressés. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci à tous. Merci. Au revoir.